Je découvre mon chéri mort. Tout s'écroule. On va l'abattre dans des conditions qui sont absolument épouvantables. Thierry Chauvineau, c'était pas n'importe qui. On a eu des mauvaises pensées, évidemment. On a tous eu des mauvaises pensées. On sache la vérité, aussi douloureuse qu'elle soit. Dimanche 6 juillet 2008, à quelques kilomètres de Bourges, Thierry Chauvineau est froidement abattu à son domicile. Quand j'entrouvre la porte, il est par terre devant l'armoire. Il est au sol, sur le dos, il baigne dans son sang. On se demande qui? On se demande pourquoi. Et puis on comprend pas. Dans la cave de la maison, le coffre-fort de la victime a été ouvert et vidé. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. La clé du meurtre de Thierry Chauvineau, c'est sans doute ce coffre. La compagne de Thierry Chauvineau est rapidement au cœur des investigations. Tout le monde a pensé que je suis soupçonnée parce que j'en voulais qu'à son patrimoine. Elle serait intéressée, elle aurait mis le grappin sur cet homme. Pourquoi ce restaurateur respecté de 51 ans a-t-il été tué? Est-ce qu'il ne devait pas d'argent à quelqu'un? Ou à l'inverse, est-ce que quelqu'un ne lui devait pas de l'argent? Vous savez, quand il y a de l'argent, il y a le diable. La découverte de l'arme du crime en région parisienne relance les investigations. Et cette arme, elle traîne dans des mauvais coups. Que ce soit des affaires de stupéfiants, que ce soit dans des rivalités entre bandes. Il y a un ADN qui est retrouvé sur cette arme. C'est bingo, on a l'arme, on a l'ADN. Moi j'ai dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire à Bourges? Chez nous? C'est en compagnie de Jean-Marc Bloch, ancien patron de la PJ de Versailles, et de Négar Haeri, avocate pénaliste, que nous allons revenir sur cette affaire non élucidée. Le dimanche 6 juillet 2008, le jour se lève à peine sur Bourges. Il est 6h30 quand Dany Montesquieu, gérante d'une discothèque, ferme son établissement et prend la route de son domicile, situé à quelques kilomètres. Elle sait que son compagnon Thierry Chauvineau doit encore dormir. J'ai passé ma nuit. Ce soir-là, j'ai eu beaucoup de clients. Je rentre épuisée. Et quand je suis rentrée le matin, tout a basculé. Le portail est fermé. Je bip mon portail. Je rouspète un peu parce que le berger allemand, normalement, est rentré. Et là, tout est en désordre. Tout est retourné. Donc, choquée, j'ai fait demi-tour dans la salle à manger. Et au bout du couloir, il y avait notre chambre à coucher. J'ai dit haut et fort à Thierry, « Lève-toi, on a été cambriolés, t'as rien entendu. » Et là, quand j'entrouvre la porte, il est par terre devant l'armoire. Je suis en panique. Je fuis la maison, je remonte dans la voiture et j'ai pris mon petit téléphone clapé que j'ai ouvert trop brusquement, que j'ai cassé, que j'ai balancé et j'ai repris la ligne droite direction Bourges au commissariat. J'arrive, je me gare n'importe comment devant le commissariat, quelqu'un m'accueille, je dis il faut venir vite, on a été cambriolés, il faut venir vite. À Saint-Douchard, chez nous, il faut venir vite. Thierry est par terre, il faut venir vite.
Les policiers se rendent immédiatement sur place. Je suis avec eux, j'hurle en disant qu'il faut appeler les pompiers. Je m'énerve parce que les pompiers mettent très longtemps. À un moment, je veux rentrer. Ils n'ont jamais voulu que je rentre. Je reste dehors avec un policier. Quand les pompiers arrivent, ils découvrent Thierry Chauvineau mort, gisant dans une mare de sang au pied du lit. Tout ce que je comprends, c'est que c'est fini. On ne sait pas ce qui nous arrive. Je vais me réveiller. C'est pas chez moi. C'est pas Thierry. Je ne suis pas là. C'est juste pas possible. Ça n'arrive qu'aux autres. Sous le choc, Dany Montesquieu appelle son fils. Sa belle-fille, Fanny Martin, se souvient très bien de cet appel. La nounou de notre fils est rentrée dans notre chambre pour nous dire que Dany est au téléphone. C'est moi qui l'ai prise, donc il devait être aux alentours de 7 heures à peu près. Elle hurle de douleur, je comprends pas tout au début. Elle me dit il est parti, ils l'ont tué, je comprends pas trop au début. Je lui demande de se calmer et après elle me dit il est mort. Et elle me dit ils l'ont tué, je dis qui? Elle me dit je sais pas. Elle dit il est mort, je l'ai retrouvé mort. Et là ça a été le choc. Tout a basculé. Nous étions heureux. Nous vivions le parfait amour. Tout allait bien. Nos commerces, la vraie vie, quoi. Tout a basculé. Les enquêteurs ne relèvent aucune trace d'effraction. En revanche, la maison est en grand désordre. Une maison qui est sans dessus-dessous. Une maison qui a été retournée. Beaucoup d'objets jonchent le sol. On a l'impression d'une fouille systématique et peut-être même d'une fouille excessive. Dans la chambre où gît la victime, la lumière est allumée. La fenêtre bien fermée. Il est au sol, sur le dos. Il baigne dans son sang, dans une position un peu singulière, comme s'il était désarticulé. Thierry Chauvineau est vêtu de noir et porte des chaussures en cuir. Une importante tache de sang est visible sur le haut de son pantalon. Selon toute vraisemblance, le décès a été occasionné par le tir d'une arme à feu. L'arme qui a tué Thierry Chauvineau, déjà, elle n'est pas sur place. Donc déjà, ils écartent évidemment la thèse du suicide. On a à ce moment-là la compréhension de ce que Thierry Chauvineau a été abattu à son domicile, dans sa chambre. Le meurtre ne fait plus aucun doute. Un médecin est dépêché sur place. Après avoir déshabillé la victime, il constate 3 plaies au niveau de la fesse droite, de la hanche gauche et de l'aine droite. Une balle est découverte dans les plis du pantalon. Thierry Chauvineau a été atteint plusieurs fois par des tirs d'armes à feu. Il a été atteint plusieurs fois et il a été touché essentiellement au niveau de l'artère fémorale, parce que c'est la rupture de l'artère fémorale qui va entraîner son décès. Le médecin estime que la mort est intervenue vers 2 heures du matin. Cette scène de crime est bizarre parce que Thierry Chauvineau, il est mort en ayant une balle dans l'aine. Quand des gens sont abattus, ils n'ont pas de balle dans l'aine en général. Ça va être dans le thorax, ça peut être dans la tête, ça peut être... On n'imagine pas forcément tuer quelqu'un en lui tirant dessus au niveau de l'aine. Donc est-ce qu'à ce moment-là, là où les personnes ont voulu qu'il meure, ce qui est sûr, c'est qu'après, ils ont tout fait pour qu'il meure, puisque de toute façon, ils n'ont pas appelé les secours. Il s'est vidé de son sang et ils ont attendu qu'il meure. C'est terrible parce que finalement, on se dit que cet homme-là, qui avait choisi d'être un peu en retrait dans sa vie privée, on va le chercher jusque dans son domicile et on va l'abattre dans des conditions qui sont absolument épouvantables. Les enquêteurs continuent à inspecter la scène de crime. L'armoire de la chambre, qui semble avoir été déplacée, porte un impact de balle. 2 projectiles sont retrouvés à l'intérieur du meuble. On peut se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une bagarre? Un fusil de chasse est alors découvert au-dessus de l'armoire. Je sais qu'il y avait un fusil, au-dessus de l'armoire. Ça, Thierry me l'avait dit, il y avait un fusil et des cartouches.
J'imagine que son intention était de pouvoir s'en servir en cas d'agression. Et ce fusil est là. Ce fusil est là. Manifestement, il n'a pas pu s'en servir. Ce sont quand même des gens armés qui rentrent chez nous, dans notre propriété. Donc là, pourquoi? Qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? Des blessures par arme à feu, une maison en désordre, l'hypothèse d'un cambriolage qui a mal tourné dans l'esprit des enquêteurs. Jusqu'à ce qu'ils découvrent de nombreux objets de valeur, des objets que des voleurs n'auraient pas manqué d'emporter. Thierry me gâtait énormément. Ce que je rêvais le jour, je l'avais la nuit. J'étais une princesse. Donc, il me gâtait énormément et on avait des montres de collection et il m'avait offert une super montre de collection, plus tous les bijoux qui étaient sur mon bureau et qui n'ont pas été volés. Dans la cuisine, on avait une cagnotte tous les deux où on posait de l'argent dans un petit panier au-dessus des meubles de la cuisine. Quand on voulait s'offrir mutuellement quelque chose, on prenait dans cette cagnotte. Une enveloppe contenant des billets découverte dans le salon. 35 000 € au total sont retrouvés dans différents endroits de la maison. Il y avait de l'argent liquide, pas mal d'argent liquide qui n'a pas été volé. Il y avait des bijoux, il y avait une montre de marque Rolex. Si c'était un cambriolage, si c'était des gens qui étaient venus pour ça, ils auraient pris aussi ces choses-là. Dans la cave, les bouteilles de vin de grand cru, et donc de grande valeur, sont toujours là. Mais ce qui intéresse surtout les enquêteurs, c'est un petit coffre-fort. On va retrouver ce coffre ouvert et vide. J'imagine que lorsqu'on prend la peine d'installer un coffre-fort chez soi, c'est pour y mettre soit des valeurs, soit des documents qui peuvent avoir une importance. Le coffre est ouvert et il est vide. Je n'ai jamais su ce qu'il y avait dans le coffre. Je savais qu'il y avait un coffre à la cave et je ne savais pas où il était. Non, parce que Thierry me disait « j'ai un coffre à la cave », mais je ne savais pas où il était et je lui disais toujours « je m'en moque ». Ce n'est pas mes affaires, on verra ça plus tard, je m'en moque. Et puis en plus, c'est vrai, je m'en moquais. Le fait est que là, en tout cas, le coffre, il est ouvert, il n'y a rien dedans. Donc, est-ce que c'est ça que le ou les tueurs sont venus chercher? Est-ce que c'est un document? Est-ce que c'est... On ne sait pas. La clé du meurtre de Thierry Chauvineau, c'est sans doute ce coffre, même si on ne sait pas ce qu'il y a dedans. La clé du coffre est encore sur la serrure. L'hypothèse la plus probable, alors, c'est que c'est Thierry Chauvineau qui a la clé. Donc cette clé, soit Thierry Chauvineau a ouvert le coffre sous la contrainte, soit il a été contraint de la donner. À côté du coffre, une pochette contenant des assurances vie au bénéfice des enfants de Thierry Chauvineau et un calepin marron sont posés en évidence. Quelques pages sont déchirées. À quoi ça peut correspondre? C'est vraiment mystérieux, ce calepin qui est à côté du coffre. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que ça n'est pas cet objet que l'on venait chercher, puisqu'on le retrouve. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? Nous sommes des gens commerçants, tranquilles, un petit peu jet-set à Bourges, puisque nous avions 4 affaires, bosseurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès le lendemain, une information judiciaire est ouverte contre X, du chef d'homicide volontaire. La juge d'instruction saisie demande alors aux techniciens de l'identité judiciaire d'Orléans un nouvel examen de la scène de crime. Et ces experts vont enfin retrouver une douille, une seule, nichée sous le matelas du lit du petit-fils de Dany Montesquieu. Un étui de calibre 9 mm.
Jean-Marc, les policiers ne retrouvent sur la scène de crime qu'une seule douille, alors qu'on sait qu'il y a eu plusieurs tirs. L'auteur des faits est donc très certainement reparti avec les autres douilles. Qu'est-ce que cela nous apprend sur le profil du tueur ? Le fait que le tireur ait voulu récupérer les douilles, faire le ménage, comme on dit, semble montrer qu'il sait qu'à partir des douilles, on peut remonter jusqu'à l'arme et donc identifier celui qui la détenait au moment du tir, donc l'identifier lui-même. Ça prouve que ce n'est pas un novice, ça prouve que c'est quelqu'un qui connaît la balistique. Mais pas de chance, il a laissé derrière lui une douille coincée sous le matelas du lit bébé qui se trouvait dans la chambre de la victime. Oui, la trajectoire des douilles qui sont éjectées par une arme est très erratique. Le fait qu'on retrouve cette douille établit que l'arme utilisée est soit une arme automatique, c'est-à-dire un pistolet mitrailleur, soit une arme semi-automatique, c'est-à-dire un pistolet. Ça écarte l'hypothèse de l'utilisation d'un revolver qui, lui, n'éjecte pas les douilles. Ça peut être très utile en cas de perquisition, ça peut orienter utilement les recherches. L'autopsie du corps de Thierry Chauvineau confirme qu'il est décédé d'une balle tirée dans l'aine et qui a ensuite perforé l'artère fémorale. Il n'est pas mort sur le coup, mais à la suite d'une hémorragie. Jean-Marc, cela ne ressemble pas à une exécution. Non, effectivement, ça ne correspond pas au geste de quelqu'un qui, connaissant les armes, veut tuer sa victime de sang-froid. Mais alors, selon vous, qu'est-ce qu'il s'est passé dans cette chambre ? Il est tout à fait possible que le tireur n'ait pas voulu tuer Thierry Chauvineau. Il est possible qu'il ait voulu l'intimider, le contraindre à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose. Le contraindre, par exemple, à ne pas prendre son fusil qui se trouvait en haut de l'armoire ou l'obliger à lui donner la clé du coffre. Il est possible au départ que les tirs n'aient été que des tirs d'intimidation. Alors on a bien compris que le meurtrier avait pour objectif de récupérer quelque chose qui se trouvait dans le coffre de la victime. On retrouve ce coffre ouvert avec la clé sur la serrure. Malheureusement, la seule empreinte révélée sur cette clé est celle d'un des policiers en charge des premières constatations. Ouais, c'est très regrettable. Cette clé pouvait supporter l'empreinte digitale ou l'empreinte ADN du tueur. C'est d'autant plus regrettable qu'aujourd'hui tous, même les primo-intervenants, savent les précautions à prendre pour ne pas polluer ces scènes de crime. Le meurtre de Thierry Chauvineau, figure locale de Bourges, est un choc dans la région. Le décès violent de cet homme a priori sans histoire sidère sa famille, ses amis et ses clients. Personne ne comprend pour quelle raison ce commerçant respecté a été tué. Je me souviens des journaux, de l'actualité locale. Thierry Chauvineau se fait assassiner. Je pense que même les journalistes sont stupéfaits de ce meurtre. J'étais jeune journaliste à l'époque, et voilà, je me retrouve avec ce meurtre, et quand j'ai dit à la rédaction Thierry Chauvineau est mort, ça a été l'effarement, quoi. Comment Thierry Chauvineau peut être mort ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un effondrement, hein, quand vous perdez un ami sur un crime. C'est terrible. Je peux rien dire d'autre. On tombe de très haut. Là, on se demande qui. Là, on se demande pourquoi. Et puis, on comprend pas. Thierry Chauvineau, c'était pas n'importe qui. C'était un commerçant, mais j'allais dire, c'était peut-être le commerçant berruyer, l'un des plus gros commerçants berruyers. Il avait une brasserie en bas de la rue Moyenne et une brasserie en haut de la rue Moyenne, au pied de la cathédrale de Bourges. C'était une véritable figure, d'abord physiquement grand, une belle moustache qui devait soigner particulièrement. Le verbe haut, on l'entendait lorsqu'il était derrière son comptoir. C'était entre guillemets une grande goule, mais par contre, un cœur énorme. C'était quelqu'un d'extrêmement généreux. Je vous dis, moi, il décrochait la lune de toute façon. Et puis même, moi je le voyais avec ses employés. Hein. Dès que ses employés avaient un souci, viens dans mon bureau, on va voir ça. C'était quelqu'un d'extrêmement généreux. C'est un gars charmant, bon cœur. Avec ses employés, il était... Quand ça allait pas, par contre, ça allait pas. Lui, il fallait que ça soit droit. Il ne s'agit pas... Oui, c'était comme ça. De très nombreuses personnes assistent aux obsèques de Thierry Chauvineau. Cette journée, elle était
C'était tellement intense en émotion. Il y avait beaucoup de monde aussi. On serait cru dans un film, je dirais presque de gangster. Donc, alors, est-ce que c'est le milieu, est-ce que c'est mes yeux qui voyaient ça à l'instant T, plein de gens avec des lunettes noires, des visages que je n'avais jamais vus, donc certainement son environnement et ses relations de patron de bar. Et ces gens qui portaient des lunettes de soleil, je ne sais pas s'ils les portaient parce qu'il y avait du soleil, parce que ça, je m'en souviens pas. Mais je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions. En fait, je pense que les lunettes, c'était pour cacher les yeux rouges. Dany est arrivé après, que je la revois dans son tailleur noir, qui flottait de partout. J'ai dit, mais il n'y en a plus. Je pense qu'elle avait perdu au moins 10 kilos en un laps de temps, hein, mais il n'y en avait plus. Elle n'avait plus de cuisses, plus de jambes. Elle avait du mal à tenir sur ses jambes. Elle était vraiment... elle était là, mais je pense qu'elle était là sans être là. Mais pourtant, très rapidement, une rumeur circule dans Bourges. Dany Montesquieu, la nouvelle compagne de Thierry Chauvineau depuis 6 ans, serait suspectée par les enquêteurs. Je suis soupçonnée, bien sûr. Par jalousie, moi déjà, par mon physique, parce que moi, de toute façon, il faut savoir que quand on me voit, qu'on ne me connaît pas, on ne m'aime pas. Dany, c'est une femme de la nuit, et puis c'est pomponnette, c'est la blonde, c'est une fille qui n'a pas sa langue dans sa poche, donc c'est pas une fille normale, on va dire, dans l'esprit des gens, c'est pas le modèle. De toute façon, les gens sont capables de raconter dans tous les cas de figure n'importe quoi. Je pense que nous, à Bourges, on nous a fait beaucoup de mal uniquement par jalousie. Ces deux-là, c'est pas possible. C'est pas possible. Pas ces deux-là, quoi. Donc comment voulez-vous que la justice, comment voulez-vous qu'elle ne se prenne pas déjà à la personne qui est sur les lieux en premier, et avec tout ce qui est raconté. Donc je pense qu'au départ, je suis leur proie, parce que de toute façon, il y a eu trop de mensonges. C'est aussi le comportement de Dany Montesquieu au moment de la découverte du corps de Thierry Chauvineau, qui étonne les enquêteurs. Pourquoi a-t-elle décidé d'aller directement au commissariat? Pourquoi n'a-t-elle pas appelé les secours? Elle file au commissariat pour appeler à la rescousse. Et je pense que on peut de manière rétrospective se dire la bonne réaction aurait été de faire ceci ou de faire cela, mais tant qu'on n'est pas en situation, c'est très compliqué de savoir comment on réagirait soi-même. Les policiers émettent l'hypothèse d'une dispute qui aurait mal tourné entre Dany Montesquieu et son conjoint. D'autant que plusieurs personnes témoignent que le couple était en crise. Tout ça parce qu'ils nous ont vus nous disputer dans des commerces. C'est vrai que du fois c'était un peu chaud, parce qu'il était autoritaire et puis moi aussi. Voilà. Ah bah alors là, on est sur deux caractères alors fusionnels au niveau de l'amour, ça c'est certain. Dany et Thierry, deux bombes atomiques quand même. Dany étant une femme de caractère, ce que du reste Thierry aimait. Et inversement. Il était mignon. Avec les hauts et les bas, hein, comme dans tous les couples. Hein, voilà, après, rien de plus. Voilà, de temps en temps, ça a explosé. Et puis on sentait qu'il y avait quand même beaucoup d'amour entre eux. Il y avait des coups de gueule comme un couple, mais qui n'en a pas eu dans un couple. Hein. Ça n'existe pas. Enfin, je pense. Quelques jours après le meurtre, Dany Montesquieu reçoit la visite des enquêteurs et comprend vite qu'elle est soupçonnée. Je suis recroquevillée sur le canapé. 4 policiers arrivent, 4 ou 5, et ils viennent me voir. Ils regardent mes amis qui sont là et ils me disent « faut nous donner vos vêtements ». Non, faut être forte, hein. Faut être forte. Ils prennent tous mes vêtements. Je suis à Walpé. Ils me déshabillent, ils prennent mes bottes, mon manteau en lin. Je suis à poil. Et après, l'avocat m'apprend que c'est pour voir s'il n'y a pas des traces de poudre. Non seulement on tue l'amour de sa vie, elle le retrouve.
Donc c'est quand même un énorme choc. Et en plus, on vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait. Donc forcément, on ne peut pas bien le vivre. Donc elle le vit très mal. On est dans la douleur. Je rentre, je découvre mon chéri mort. C'est moi qui le découvre. Tout s'écroule. Et la cerise sur le gâteau, on ne me lâche pas, quoi. Mais vous vous rendez compte ce qu'on nous fait à nous victimes, parce qu'on ne nous ménage pas. Hein. Moi, on ne m'a pas ménagé. Hein. Les vêtements de Dany Montesquieu sont envoyés en analyse pour déterminer s'ils portent ou non des traces de poudre. Si c'était le cas, cela pourrait prouver qu'elle était dans la maison au moment du crime. Quelques jours après le meurtre, Dany Montesquieu est convoqué chez le notaire, le fils et la fille de Thierry Chauvineau également. Cette réunion a pour but de les informer des dispositions testamentaires de la victime, des dispositions qui vont envenimer les relations familiales. Moi, je ne suis jamais trop rentrée en guerre ce jour-là avec eux, parce que de toute façon, la guerre, elle était d'avant. Donc, ça va plus vite. Les enfants n'ont jamais accepté notre relation. Donc, c'est compliqué parce qu'on ne s'entend pas. Voir arriver une autre femme dans la vie de leur papa, dans la maison, avec elle aussi, ils ont vécu. C'est pas forcément facile à vivre. Il y a des enfants qui vont bien le vivre et d'autres moins. Voilà, je pense que ça n'a pas été toujours facile. Dans combien de familles est-ce que la nouvelle compagne du père ou le nouveau compagnon de la mère n'est pas accepté? C'est malheureusement assez classique. Parfois, ça s'arrange avec le temps, parfois pas. Le notaire annonce que Thierry Chauvineau a modifié son testament peu de temps avant son décès, partageant son héritage à parts égales entre ses enfants et sa compagne. Mon avocat y va, il me dit que tout est à 33-33 et que je fais partie de tout. C'est-à-dire les affaires, les murs des affaires, la maison, les comptes en banque, son fils, sa fille et moi. Ça lui est tombé dessus, elle ne s'attendait pas du tout à ce que Thierry ait fait un testament et qu'il l'avait mise dessus, à la même hauteur que ses enfants. J'apprends que Thierry l'a fait au mois de mai, quelques mois avant. Et là, j'en crois pas à mes yeux, quoi. C'est le choc. Le choc. C'est un testament de tout son patrimoine. C'est colossal. Ce nouveau testament replace Dany Montesquieu au cœur de l'enquête. Ce qui, aux yeux de certains, peut la desservir, c'est qu'elle arrive dans la vie de Thierry Chauvineau, alors qu'il a une certaine aisance financière, qu'il ne s'en cache pas, et sûrement, dans l'esprit de certains, l'amour qu'elle porte à cet homme n'est pas vrai, elle serait intéressée, elle aurait mis, comme on dit, le grappin sur cet homme. Tout le monde a pensé que je suis soupçonnée parce que j'en voulais qu'à son patrimoine. Je pense, au départ, c'est ça. Et en plus, la cerise sur le gâteau, le testament. Je comprends qu'on peut s'interroger sur le fait que des dispositions testamentaires soient modifiées et que la personne décède quelques mois après. Je comprends qu'on puisse s'interroger. Mais elle ignorait ça. Elle ignorait ça. Et tout ce que Thierry Chauvineau a entrepris, pour la protéger, il l'a entrepris sans elle. Et puis, ils avaient le projet de se marier. Et ce mariage arrivait à grands pas. Si l'objectif était effectivement de mettre la main sur le pactole, je pense qu'on peut accorder à Madame Montesquieu, qui est loin d'être sotte, l'idée qu'il valait mieux attendre d'être marié. L'emploi du temps de Dany Montesquieu la nuit du meurtre est vérifié. Elle était bien présente dans sa boîte de nuit. Elle était au travail, elle l'a dit, ça a été vérifié, elle y était. C'est plus qu'un alibi, c'est sa vie, quoi. Elle tient un établissement qui est un bar de nuit, dans lequel il y a une clientèle importante. Elle est à son travail, tout le monde le confirme.
Elle n'a pas de don d'ubiquité, donc si elle est là, c'est qu'elle n'est pas ailleurs. Né gare, Thierry Chauvineau a partagé sa fortune entre ses 2 enfants et sa compagne. Est-ce que Danielle Montesquieu aurait eu un héritage plus important si elle avait été mariée? Arnaud, la loi française interdit de déshériter ses enfants. C'est le principe de la réserve héréditaire. Mais celle-ci ne représente jamais la totalité de la succession du défunt. Il dispose d'une part dont il peut toujours faire ce qu'il veut, c'est ce qu'on appelle la quotité disponible. Le montant de la quotité disponible dépend du nombre d'enfants. Quand, par exemple, on en a 2 comme Thierry Chauvineau, la quotité disponible ne peut pas excéder le tiers du patrimoine. Alors, marié ou non, Thierry Chauvineau n'aurait jamais pu donner plus du tiers de son patrimoine à Danielle Montesquieu. Thierry Chauvineau avait déposé son testament chez le notaire. Est-ce que c'est une condition indispensable pour que ce type de document soit juridiquement valable? Non, Arnaud. Il existe en effet un testament dit testament authentique qui se dicte à un notaire devant 2 témoins ou un autre notaire, mais le testament peut également être holographe, c'est-à-dire rédigé par la main du testateur lui-même, dès lors qu'il respecte certaines conditions de validité. Il doit être écrit par la main, précisément signé et daté. Et donc pour revenir à notre affaire, si on avait retrouvé le testament de Thierry Chauvineau, non pas entre les mains du notaire, mais dans son coffre-fort, il aurait été tout aussi valable. Rapidement, Dany Montesquieu est mise hors de cause. L'analyse de ses vêtements n'a rien révélé. Aucune trace de poudre n'a été mise en évidence. Et son alibi le soir du meurtre est indéniable. En toute logique, ce sont maintenant les autres bénéficiaires du testament de la victime qui intéressent les enquêteurs. Il est certain que les dispositions testamentaires qui avantagent l'un désavantagent immédiatement l'autre. Mais on ne sait pas si les enfants de Thierry Chauvineau étaient au courant du changement du testament. C'est pas sûr, hein, parce que quand un testament, bon là, Thierry Chauvineau, le testament, il l'avait fait, il l'avait changé, il l'avait amené à un notaire. Est-ce qu'il l'avait dit à quelqu'un? On ne sait pas. Est-ce qu'il l'avait dit à ses enfants? On ne sait pas. Évidemment que dans ce cas-là, les enfants peuvent être lésés. Et c'est d'autant moins agréable quand on sait qu'ils ne voyaient pas forcément d'un bon œil cette relation. On peut tout imaginer. Les hypothèses sont effectivement sur la table. Mais de l'hypothèse à la démonstration, il faut avoir quelques certitudes que les dispositions testamentaires aient été connues, qu'on puisse imaginer les faire disparaître ou les modifier. Tout est imaginable. Ce qui est une hypothèse parmi d'autres doit être évidemment vérifié et argumenté. D'autant plus que les relations du fils et du père n'étaient pas bonnes. Ce qui pourrait desservir Paul Chauvineau, c'est que il ne s'entendait pas très bien avec son père. Sa fille nous côtoyait, parce qu'elle venait régulièrement chez nous. C'était plus compliqué avec son fils, mais il en était très triste. Je sais qu'ils avaient travaillé un petit peu ensemble, ça s'est pas super bien passé, comme ça peut arriver en famille. Donc il a dû se dire, bon ben moi je vais faire ma vie ailleurs, et puis il était allé travailler dans l'immobilier à Paris. Oh, il était un peu spécial, Paul. Il n'avait pas la carrure de son père, déjà. À Bourges, il a voulu être à la hauteur de son père, mais il n'y arrivait pas à la cheville. Paul, c'est l'ombre du géant. Après, évidemment, Paul, c'est aussi un tempérament. C'est un bel homme, hein, qui... Peut-être qu'il ressemble assez à son père quand il était jeune, quoi. C'est quelqu'un aussi qui se promène, qui a une voiture, voilà, des voitures qui valent assez d'argent. Il aimait certainement la vie facile que papa y a donnée. Après le décès de son père, le fils de Thierry Chauvineau reprend ses bars et ses restaurants. Peut-être que pour certains, ça peut être suspect de voir Paul Chauvineau revenir, reprendre des affaires de son père, mais qu'aurait-il dit? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Son père était un businessman, un commerçant, il avait de belles affaires, il n'allait pas les laisser péricliter. On a eu des mauvaises pensées, évidemment. On a tous eu des mauvaises pensées. Vous savez, quand il y a de l'argent, hein, quand il y a de l'argent, il y a le diable. Des gens ont dit, ça se trouve, c'est Paul. Je leur ai dit, pourquoi Paul tuerait son père? Après vérification, les enquêteurs ont la confirmation que le fils de Thierry Chauvineau était à Paris le soir du meurtre. Mais à Bourges, l'hypothèse d'un crime perpétré par un proche persiste.
Il y a beaucoup de rumeurs à Bourges, certains qui pouvaient se dire peut-être que c'est lié à Daniel Montesquieu, d'autres qui ont pu se dire peut-être que c'est lié à Paul Chauvineau. Mais c'est assez malsain, mine de rien, parce que c'est quand même des gens qui ont souffert, je veux dire, que ce soit l'un et l'autre. Mais c'est vrai qu'il y avait des camps, quoi. Certains pouvaient penser que ça pouvait être plutôt elle, plutôt lui. Moi, je me suis toujours dit que c'était vraisemblablement sans doute aucun des deux, et que ça pouvait être ailleurs, parce qu'il y avait tellement de pistes, ils connaissaient tellement de monde. Jean-Marc, la première piste suivie par les enquêteurs est celle des proches, piste selon laquelle le mobile du crime serait l'héritage de la victime. On l'a vu, Daniel Montesquieu et les enfants de Thierry Chauvineau avaient un alibi solide pour le soir du meurtre. La seule possibilité pour qu'ils soient impliqués, c'est qu'il s'agisse d'un crime commandité. Bien sûr, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas écarter. On le sait, le tireur a pris le soin de ramasser les douilles, et je continue de penser qu'il s'agit d'un voyou expérimenté. Il a très bien pu être recruté, payé, pour intimider, pour menacer, voire pour tuer Thierry Chauvineau. Si on revient à la piste des proches, la première hypothèse serait que Dany Montesquieu aurait cherché à faire disparaître son compagnon pour percevoir l'héritage. Ouais, mais ça supposerait qu'elle ait été au courant qu'un testament ait été rédigé en sa faveur par Thierry Chauvineau à hauteur de 33% de son patrimoine. Et quand bien même elle aurait été au courant de ce testament, quel intérêt avait-elle à faire disparaître Thierry Chauvineau, puisque dans quelques mois, ils allaient se marier et qu'à ce titre, elle devenait son héritière légale? Alors la seconde hypothèse serait que le fils ou la fille de Thierry Chauvineau, au courant des dispositions successorales en leur défaveur et persuadé que le testament se trouvait dans le coffre-fort de leur père, aurait envoyé quelqu'un pour récupérer ce document. Ouais, là encore, ça me paraît peu crédible. Les enfants de Thierry Chauvineau savent très bien qu'il s'agit d'un homme d'affaires avisé, qui possède plusieurs brasseries, qui manie beaucoup d'argent et qui sait s'entourer d'avocats, de notaires. On voit mal cet homme rédiger son testament sur un simple cahier d'écolier et l'enfermer dans son coffre sans autre formalité légale. Pour vous, Jean-Marc, le testament n'a donc rien à voir avec le meurtre? Non, Arnaud, je dis pas exactement ça. Je pense que ce testament n'est pas le mobile du meurtre. En revanche, on peut se demander pourquoi Thierry Chauvineau a fait ce testament seulement 2 mois avant sa mort, alors qu'il s'agit d'un homme de 51 ans en pleine santé. C'est probablement qu'il se sentait en danger, qu'il se sentait menacé, pour une raison qu'on ignore. Les policiers cherchent maintenant de nouvelles pistes. Il convient donc de retracer les dernières heures de Thierry Chauvineau pour tenter d'établir à quel moment et dans quelles circonstances son tueur est arrivé chez lui. Le soir du meurtre, Thierry Chauvineau dîne dans un de ses établissements, en compagnie de Dany Montesquieu et d'un couple d'amis. Et moi, vers 11h, 11h30, je les ai laissés, tous les trois, à l'Eurocafé. Et moi, je suis partie travailler. Et Thierry passait souvent, après ses fermetures de bar, il passait toujours me faire une bise. Et ce soir-là, il m'appelle. Il est minuit et demi peut-être, enfin dans ces heures-là, oui à peu près. Et il me dit, je ne passe pas, je suis fatigué. Il dit à sa compagne qui veut rentrer à leur domicile. Il rentre, il est retrouvé donc décédé à leur domicile. L'heure de la mort, on ne sait pas trop, mais entre 2 et 4 heures du matin. On se dit qu'il y a un petit laps de temps durant lequel, s'il était fatigué, il aurait pu se déshabiller et se mettre au lit. Or, au moment du meurtre, Thierry Chauvineau était encore habillé et portait ses chaussures de ville. Quand il rentrait chez lui, il quittait ses chaussures. C'est la première chose qu'il faisait. Il n'a pas été surpris dans son sommeil, en tout cas. Il était toujours réveillé, il était toujours habillé. Ce qui fait penser que peut-être, quand il est arrivé, quelqu'un était là, l'attendait. Un témoignage accrédite ce scénario. Je vais voir une maison du voisinage et je tombe sur un adolescent qui me dit que la veille au soir, il a vu une voiture grise garée devant chez Thierry Chauvineau, peut-être vers 23h. À 23h, Thierry Chauvineau, il n'est pas encore là, il n'y a personne dans la maison. Donc, que fait cette voiture? Maître Bangoura, l'avocat de Dany Montesquieu, pense que cette voiture était toujours là quand Thierry Chauvineau est arrivé chez lui. Thierry Chauvineau est attendu chez lui. Thierry Chauvineau est contraint, dès sa sortie de voiture, à entrer à son domicile avec le ou les agresseurs.
Car ce qui est certain, c'est que sans lui, personne ne pouvait pénétrer dans la propriété. Alors, le portail, si t'as pas le bip, tu rentres pas déjà. C'est une forteresse parce qu'en plus, il y a des haies de 2 à 3 mètres. Et puis il y a un chien, Sam, un gros berger allemand. Moi pourtant, je le connaissais, mais j'en avais quand même très peur. Et je rentrais pas toute seule, je ne serais pas rentrée toute seule dans la maison. Moi, les voisins m'ont dit, on n'a rien entendu cette nuit-là, pas de chien qui aboie, alors que ce chien, dès que quelqu'un ne serait-ce que s'approchait du portail, il aboyait tout le temps. Autrement dit, le ou les agresseurs ont franchi le portail et sont entrés dans la maison, accompagnés de Thierry Chauvineau. Ce qu'on se dit dès le départ, c'est que Thierry Chauvineau, il a été menacé par quelqu'un. Forcément, on se pose beaucoup de questions. Qui ? Là commence toute une série d'interrogations, si tel est bien le cas, si c'est un guet-apens. Pourquoi ? Qu'est-on venu chercher ? Qu'est-on venu régler ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va se terminer dans le sang et de la manière la plus dramatique pour Thierry Chauvineau. Jean-Marc, tout laisse à penser que Thierry Chauvineau était attendu devant chez lui lorsqu'il est rentré le soir du meurtre. Pensez-vous qu'il avait un rendez-vous ? Oui, ce soir-là, Thierry Chauvineau a changé ses habitudes. Au lieu de passer voir sa compagne dans sa boîte de nuit, il lui a téléphoné en lui disant qu'il était fatigué, qu'il rentrait directement chez lui. Je pense qu'en fait, il avait un rendez-vous qu'il voulait tenir secret. Il avait rendez-vous avec quelqu'un qu'il connaissait. Ce qui ne veut pas dire un rendez-vous avec un ami, avec un intime. D'ailleurs, on ne retrouve dans la maison aucune trace d'un instant de convivialité, pas de bouteilles sorties, pas de verre, pas de tasse. Non, je crois que ce rendez-vous n'avait rien d'amical. Il n'avait d'autre objet que le contenu du coffre. Or, ce coffre ne semblait pas contenir d'objets de valeur, de liquidité. En effet, les enquêteurs ont trouvé peu de temps après le décès de Thierry Chauvineau la somme à peine cachée de 35 000 €, des montres de marque et des bijoux de valeur. Non, Thierry Chauvineau cachait autre chose dans ce coffre. Et le contenu de ce coffre est en lien étroit avec ce rendez-vous qui a abouti à la mort du restaurateur. Les questions sans réponse sont nombreuses en ce début d'enquête. La personnalité, les connaissances et les habitudes de la victime sont au cœur des investigations. En s'intéressant à la vie de Thierry Chauvineau, les enquêteurs essaient de comprendre ce qui a pu se passer. Qui a pu venir ce soir-là ? Et surtout, pourquoi cette rencontre nocturne a-t-elle tourné au drame ? On peut penser que très certainement ça tourne autour d'argent, d'opérations financières. Oui, on peut penser que ça tourne autour de ça. Est-il possible que le restaurateur ait été mêlé à des trafics illicites qui auraient mal tourné ? Entrer dans des affaires particulières, illégales, dangereuses, pourquoi faire ? Pour l'argent ? Il en gagnait tant et plus avec ses activités légales. Il n'a trempé dans rien. Et ça, c'est moi, c'est mon fort intérieur. Il n'a trempé dans rien. Il n'a rien fait. C'était pas un malfrat. C'était un bosseur. C'est tout. Ça, j'en suis persuadée. Plusieurs amis de Thierry Chauvineau ont cependant été témoins de son inquiétude quelques jours avant le meurtre. Pascal Rabineau, notamment, se souvient que leur dernière rencontre était étrange. C'était inhabituel qu'ils viennent me voir comme ça, surtout un vendredi soir à 19h. Il avait envie de parler, puisqu'il m'a proposé, il me dit on boit un coup, mais je lui ai dit non, je peux pas, j'ai rendez-vous à 19h30, peut-être que j'ai raté un moment important. Le jour même du meurtre, Michel Andréani a également eu une discussion troublante avec son ami. Ce samedi-là, il ferme la porte, puis c'est de là qu'il me dit « Je suis mal dans ma peau, je suis suivi de partout, il y a toujours une voiture à 50 ou 80 mètres de chez moi. » Je dis « C'est quoi ça ?» Il avait peut-être des ennemis, soit sur Bourges, soit... parce qu'il en connaissait du monde.
Et en fouillant dans la vie de la victime, les enquêteurs lui découvrent une passion qui aurait pu le mettre en danger. Thierry Chauvineau aimait jouer au poker. On sait qu'il a de l'argent, donc c'est sans doute pas des parties avec des belles sommes. Hein. Donc ils se disent forcément, est-ce qu'il devait pas de l'argent à quelqu'un, ou à l'inverse, est-ce que quelqu'un lui devait pas de l'argent? Je ne vois pas avoir une dette d'argent. En revanche, 2-3 ans avant son décès, on avait parlé de prêt d'argent. Et il nous avait dit, si un jour quelqu'un vous demande de l'argent, ne lui en prêtez pas, de toute façon il ne vous le rendra jamais. Donc cette façon d'exprimer qu'il ne fallait pas prêter de l'argent à quelqu'un, le poker, oui, ça pourrait être une piste intéressante. Le poker, c'est intéressant parce que si on se dit que la personne qui est venue chercher un document, comme une reconnaissance de dette par exemple, on se dit que ça pouvait être dans le coffre. Parce que si elle cherchait de l'argent, il y en avait ailleurs dans la maison, il n'a pas été pris. Les hommes avec lesquels Thierry Chauvineau jouait au poker sont identifiés. L'un d'eux possède une voiture similaire à celle qui a été vue le soir du meurtre. L'homme est immédiatement placé en garde à vue. Son emploi du temps, le soir des faits, est vérifié. Il dit qu'il est à un tournoi de poker, donc il n'est pas là. Il s'avère donc, comme toutes les personnes qui ont pu être suspectées dans cette affaire, il a un alibi, il n'était pas là, c'est confirmé. La piste de la dette de jeu, liée à une partie de poker, se referme. Négard, on apprend que Thierry Chauvineau jouait régulièrement au poker dans des soirées privées. Est-ce que c'est légal d'organiser, de participer à de telles soirées où se tiennent des jeux d'argent? Depuis le 19e siècle, les jeux d'argent, s'ils ne sont pas sous le contrôle d'un organisme agréé par l'État, sont interdits en France. Tout organisateur d'un jeu d'argent qu'on pourrait donc qualifier de clandestin s'expose alors à une peine d'emprisonnement et d'amende. Mais attention, ça ne vaut que pour l'organisateur de telles soirées. Le participant, lui, ne tombe pas sous le coup de la loi pénale. Et donc, pour revenir à notre affaire, tant que Thierry Chauvineau n'organisait pas de telles soirées, il était libre d'y participer. Les enquêteurs se demandent si le coffre de Thierry Chauvineau ne contenait pas une reconnaissance de dette. Quelle est la force de ce genre de document signé sur un bout de papier ? Une reconnaissance de dette, c'est un document par lequel une personne s'engage à payer à une autre personne un certain montant. Il n'est pas nécessaire que cette reconnaissance de dette soit établie devant un notaire. En revanche, elle doit réunir certaines conditions, par exemple être signée et surtout contenir le montant à la fois en chiffres et en lettres. Les semaines passent et le mystère du meurtre de Thierry Chauvineau reste entier. Les premières pistes suivies ne permettent pas d'identifier le tueur. Cependant, Dany Montesquieu fait toujours confiance à la police pour élucider le crime. J'en étais sûre qu'on allait vite savoir. Ça va aller très vite. C'est obligé. Et j'attends, chaque fois qu'on m'appelait en numéro privé, on allait m'annoncer quelque chose. C'était forcément la justice ou mon avocat. Mais les enquêteurs ne parviennent pas à identifier le tueur. Les policiers de la PJ d'Orléans décident alors de mener des investigations pour tenter de retrouver l'arme du crime. Quand il rentre ces caractéristiques dans le fichier, ça ne matche pas, comme on dit. C'est-à-dire que l'arme, elle n'est pas connue de la justice. Elle n'est pas apparue dans une autre affaire. Donc ça, c'est un problème parce que ça peut permettre ensuite de remonter un propriétaire, de remonter potentiellement une autre affaire. Là, l'arme, elle est inconnue. Aucun ADN n'est révélé sur la douille et les projectiles découverts sur la scène de crime. Les enquêteurs entreprennent alors d'identifier les acheteurs de munitions identiques à celles retrouvées chez Thierry Chauvineau. Ils fouillent du côté des clubs de tir amateurs. Des tireurs sportifs sont entendus, leur emploi du temps vérifié, en vain. 2 ans après le meurtre, l'enquête semble dans l'impasse. Et les enfants de Thierry Chauvineau s'investissent personnellement pour trouver de nouveaux témoignages. Le fils de Thierry Chauvineau, pour appuyer cet appel à témoins, il avait dit qu'une récompense serait donnée à toute personne qui donnerait une information importante qui permettrait d'identifier et ou d'arrêter le ou les tueurs. Donc oui, les proches ont toujours été impliqués, ils ont toujours été dans la volonté de savoir qui avait fait ça. C'est alors qu'en juin 2010, un événement inattendu va relancer les investigations.
Le rebondissement, c'est Maître Bangourin, mon conseil, qui m'appelle et qui me tient au courant, comme quoi ils ont retrouvé l'arme. Alors là, je me dis ça va aller très vite. Ça y est, youpi, on va savoir. Cette arme est un pistolet mitrailleur de marque Agram 2000, de calibre 9 mm Parabellum, muni d'un silencieux. C'est une arme de guerre particulière. C'est un pistolet mitrailleur. Ce qui signifie qu'on fonctionne par rafale. Et ça peut expliquer effectivement à la fois le fait qu'il y ait plusieurs tirs et à la fois le fait que les tirs ne sont pas forcément maîtrisés. Ce qui est particulier, ce qui est très compliqué, c'est que cette arme, elle est retrouvée dans un endroit pas banal et pas simple, c'est qu'elle est retrouvée dans une cité de région parisienne, à Aubervilliers, dans un box avec plein d'autres armes. Et cette arme, elle traîne dans des mauvais coups, que ce soit des règlements de compte liés à des affaires de stupéfiants, que ce soit dans des rivalités entre bandes. Elle a servi dans d'autres affaires, donc il n'y a pas vraiment de propriétaire. On la retrouve dans un milieu où les armes elles peuvent passer de main en main, elles servent peut-être dans un crime ou dans un braquage ou pour faire peur à quelqu'un et elle est reposée, elle repasse dans une autre main. Mais surtout on se dit, mais comment il a pu être tué par cette arme, quoi. Thierry Chauvineau, il est à Bourges, il habite à Saint-Doulchard, il connaît plein de gens à Bourges, des gens peut-être lui en veulent, mais comment on peut imaginer que quelqu'un d'Aubervilliers ou du secteur a pu tuer Thierry Chauvineau? Moi j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est quand même l'arme qui tue Thierry. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire à Bourges, chez nous? Que venaient-ils faire à Bourges? Pourquoi? Et dans quelles conditions ont-ils été amenés à s'intéresser à Thierry Chauvineau? On se pose toutes les questions. Est-ce qu'ils ont été envoyés pour venir récupérer quelque chose? Si l'hypothèse est bien d'aller chercher quelque chose chez Thierry Chauvineau, en passant par le coffre, etc., on peut envisager effectivement qu'on ait demandé à des exécutants de passer à l'acte. En mai 2011, une analyse du pistolet mitrailleur permet de découvrir une empreinte génétique. Il y a un ADN qui est retrouvé sur cette arme. C'est bingo, quoi. On a l'arme, on a l'ADN. On identifie quelqu'un qui habite en région parisienne. Donc là, on se dit, mais faisant que d'heure, on se dire c'est bon, quoi. Et donc, bon, il se renseigne un petit peu sur cet homme. Il ne trouve pas trop de lien avec Thierry Chauvineau. Il s'aperçoit surtout que cet homme, il n'était pas en France, il était à l'étranger au moment où Thierry Chauvineau est mort. Donc c'est sûr que c'est pas lui qui l'a fait, qui l'a tué. Et alors, j'allais dire cerise sur le gâteau, si je puis dire, cet homme, il s'intéresse à lui, il est entendu, bon, il n'y a rien qui en sort, mais on peut dire qu'ils vont peut-être continuer à gratter. Et cet homme, il est tué quelques temps plus tard dans un règlement de compte, dans une fusillade en région parisienne. Il ne sera jamais possible d'établir si le meurtre de cet homme, en bas de chez lui dans sa cité, a un lien avec celui de Thierry Chauvineau. Jean-Marc, on sait maintenant que l'arme du crime est un pistolet mitrailleur de marque Agram 2000 et de calibre 9 mm Parabellum. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette arme? C'est une arme de guerre d'origine croate qui a servi essentiellement dans le dernier conflit des Balkans. C'est ce type d'arme qu'on retrouve entre les mains des trafiquants de stupes dans nos banlieues. Alors on retrouve ce pistolet mitrailleur à Aubervilliers. Est-ce que cela veut dire que l'homme qui a tué Thierry Chauvineau est venu de cette banlieue parisienne et qu'il a parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour commettre son crime à Bourges? Non, toutes ces armes qu'on trouve dans les locaux communs, dans les sous-sols de nos cités de banlieue, circulent de main en main, elles se prêtent, elles se louent, donc il n'est pas possible d'affirmer que le tueur vient d'Aubervilliers. En revanche, on peut affirmer qu'il a un lien avec une équipe de voyous de cette cité. Danny Montesquieu dit que son compagnon n'est pas un malfrat, que c'est un bosseur qui n'a jamais trempé dans rien d'illégal. Pourtant, l'arme du crime a servi dans la commission de braquage, de trafic de drogue et autres crimes, ce qui pourrait induire un lien entre Thierry Chauvineau et le milieu délinquant. Bien sûr, je ne demande qu'à croire les déclarations de Danny Montesquieu, mais c'est-elle tout
de la vie de son compagnon au moment où il est mort. Elle dit elle-même qu'elle ne savait pas ce que contenait ce coffre. Il lui a menti le soir de sa mort en lui disant qu'il était fatigué, qu'il ne passerait pas la voir. Il se peut qu'à ce moment-là, Thierry Chauvineau ait eu de mauvaises fréquentations. D'ailleurs, ses amis disent que depuis quelque temps, il avait peur et qu'il se sentait suivi. Arnaud, quand on tient des bars, des restaurants qui ferment tard la nuit, on croise forcément à son comptoir des gens qui sont passés par la case prison. Mais en aucun cas, ça ne veut dire que Thierry Chauvineau ait été mêlé à un quelconque trafic. Dès le début de l'enquête, l'entourage de Thierry Chauvineau a été entendu. Certaines personnes ont été mises sur écoute pour savoir ce qu'elles disaient du crime. Et 3 ans après le meurtre, une conversation va retenir l'attention des enquêteurs. Forcément, les enquêteurs ils se disent peut-être que les 2 hommes savent des choses. Les policiers obtiennent alors sur cet individu une information très intéressante. Cet ex-salarié, il a de la famille, une tante à Aubervilliers. Et Aubervilliers, c'est là où l'arme du crime a été retrouvée. Ça la rend plus intéressante cette piste parce qu'on se dit, s'il a de la famille à Aubervilliers, peut-être qu'il connaît quelqu'un à Aubervilliers, peut-être qu'il a pu savoir avoir accès à quelqu'un qui a pu utiliser cette arme pour venir tuer Thierry Chauvineau. L'homme et son père sont placés en garde à vue. Ils nient toute implication dans le meurtre de Thierry Chauvineau. Les 2 hommes sont finalement relâchés. Je pense qu'ils lui ont fait beaucoup de mal pour rien. Mais c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Ils se sont acharnés après lui pour rien, pour moi pour rien. Cette piste donne rien encore une fois, mais elle se referme sans se refermer parce qu'il n'y a pas la chose décisive qui fait qu'on se dit bon c'est pas ça, quoi. Les enquêteurs se retrouvent à nouveau dans l'impasse. Et 3 ans après ces gardes à vue, la justice décide de refermer le dossier. Le 15 décembre 2014, une ordonnance de non-lieu est prononcée. Je me dis que sur le coup, je me dis que tout est fini, c'est terminé, ça fera encore un cold case dans un placard. Et moi j'ai dit là, on est hors de question. Donc j'ai fait la bataille, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai relu l'enquête pendant 2 ans avec mon avocat et on a pointé des choses. Il y a un contrat moral entre Madame Montesquieu et moi, c'est de ne pas refermer ce dossier et de tout faire pour que, un jour ou l'autre, la justice puisse aller à son terme. Et ce dossier n'a jamais quitté mon bureau. À sa demande express, il n'a jamais quitté mon bureau. On a fait un super boulot parce que de toute façon, je ne voulais pas lâcher, mais il fallait que moi, je me plonge pour pouvoir avoir la chance de donner à la justice les moyens de rouvrir. Dany, elle veut qu'on trouve, elle met tout en place pour qu'on trouve, elle lâche pas. C'est une guerrière. Elle fait ça pour elle, mais pour Thierry. Parce que quand elle lui parle, elle lui dit je continuerai de me battre jusqu'à ce qu'on sache qui t'a fait ça. C'est un acte d'amour, hein, aussi. Hein. À la relecture du dossier, nous nous sommes aperçus qu'il y avait peut-être les moyens aujourd'hui de mener de nouvelles investigations. Donc on a demandé que de nouvelles investigations soient menées. Maître Bangoura réclame depuis des années l'analyse génétique de la chemise que portait Thierry Chauvineau le soir du meurtre. Il exige également que le calepin découvert près du coffre fasse l'objet d'une expertise. Il faut compter aussi sur ces progrès de la police scientifique et sur le fait qu'une affaire n'est pas terminée tant que la science permet effectivement d'avancer. Ces demandes d'actes entraînent la réouverture du dossier en juillet 2020, soit 12 ans après le meurtre. Et ce sont maintenant les gendarmes de la section de recherche de Bourges qui mènent les investigations. Ça y est, c'est reparti, je suis à fond. Donc je me dis, forcément au bout, j'espère que j'aurai quelque chose. Je suis très contente d'ailleurs que ce soit la gendarmerie qui a repris l'enquête, parce qu'ils travaillent différemment, ils sont plus professionnels, et je sais que de toute façon, ils me sortiront la vérité. Bon, ça, c'est moi qui le pense. Et j'en suis certaine. De toute façon, je ne lâcherai pas. Les nouvelles analyses génétiques ne donnent rien. Les gendarmes de la SR de Bourges travaillent sur de nouvelles pistes. Ils vont notamment établir un lien avec une autre affaire de meurtre qui a marqué la région.
Et si le crime de Thierry Chauvineau était lié à celui de Mathieu Hoquet, commis 9 ans plus tôt à 30 km de Bourges? Le 13 juillet 1999, un éleveur de chevaux retrouve le corps d'un jeune homme dans un fossé à l'extérieur de Vierzon. Il se trouve que c'est un jeune homme de 22 ans qui s'appelait Mathieu Hoquet. Il a été tué d'un coup d'une pierre derrière la tête, en fait. Voilà. Donc c'était un meurtre assez violent. Le mobile est peut-être un vol crapuleux, puisque Mathieu avait la clé du coffre de son restaurant. Et peut-être que, on murmure qu'il aurait tombé dans un traquenard pour récupérer la clé du coffre. 21 ans après les faits, 4 hommes sont condamnés pour le meurtre de Mathieu Hoquet. Et il se trouve que l'un d'eux a été entendu dans l'enquête sur le meurtre de Thierry Chauvineau. Même si on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, on sait qu'un enquêteur est venu voir un accusé dans l'affaire Mathieu Hoquet pour l'affaire Chauvineau. On sort l'information parce que bon, c'est quand même pas rien. Je veux dire, faire le lien entre les deux affaires, il y a un pont entre les deux affaires. Voilà. L'interrogatoire avait pour but d'obtenir des informations sur un homme bien connu des services de police à Bourges. Un individu au casier judiciaire chargé, aujourd'hui en cavale au Maroc. Un délinquant notoire, je dirais, bon, qui est trempé dans pas mal d'affaires. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il est parti de France, pour éviter de purger une peine de prison liée aux stupéfiants. Cette personne qui pourrait être impliquée dans le meurtre de Thierry Chauvineau est décrite comme ayant déjà fait pas mal de mauvais coups. Ça n'est pas un profil d'enfant de cœur. On se dit que si le meurtre de Thierry Chauvineau est un meurtre commandité, ce qui n'est pas une hypothèse farfelue, le mobile pour celui qui a agi, c'est la récompense, c'est le prix. Compte tenu du profil de la personne, ça paraît pas improbable. Ça paraît pas improbable. Le journaliste Rémi Beurion a eu un échange avec cet homme. Il me contacte via Messenger en me disant « mais c'est pas moi, faut pas croire tout ce qu'on dit, quel intérêt j'aurais à faire ça, j'ai jamais fait ça, etc. etc. » Voilà, donc, pour lui, il n'a rien à voir l'affaire Chauvineau, puisqu'il dit connaître le fils, ce qui est tout à fait probable. Enfin, je veux dire, bon, Vierzon-Bourges, 30 km, voilà, les gens se connaissent. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus, voilà, on n'est pas une grande agglomération, donc il est tout à fait possible qu'ils se connaissent, qu'ils aient des liens d'amitié, de camaraderie, je ne sais quoi. Enfin, voilà. Enfin, après, ça les regarde. Ça fait partie des pistes nouvelles qui ont ressurgi à l'occasion de la réouverture de ce dossier. Et ça n'est certainement pas à négliger. C'est vrai que ça interpelle. Voilà, surtout dans notre région, il n'y a pas quand même, il n'y a pas des meurtres tous les 3-4 matins, mais ouais, ça interpelle. Enfin, je veux dire, quand un enquêteur tombe là-dessus, oui, ça doit l'interpeller, quoi. Voilà. Actuellement, les gendarmes multiplient les auditions et reprennent toute l'enquête à zéro. Une par une, toutes les pistes sont à nouveau creusées et Dany Montesquieu réclame qu'une piste jusqu'ici délaissée fasse l'objet d'investigation, celle de la passion de Thierry Chauvineau pour la chasse d'animaux sauvages. Il allait chasser en Afrique quand même. Hein. Il allait en Tanzanie, il allait au Bénin, il faisait de très grosses chasses en Afrique. Or, un mois avant le meurtre, Dany Montesquieu remarque un événement troublant. Il y avait une grosse tête de buffle qui était dans la salle de chasse et au mois de juin, cette tête de buffle a disparu et il y a quelqu'un qui est venu la chercher. Un ou plusieurs personnes. Hein. Et ce soir-là, quand je rentre dans la salle de chasse, je dis à Thierry, c'est quoi ça? Parce que c'était énorme. Ouais, alors là, c'est vrai, t'en occupes pas, c'est mon problème, ils ont voulu la récupérer, ben ils l'ont récupérée, c'est pas ton problème, t'en mêle pas, et puis énervé. Puis ça en est resté là. Et puis on n'en a jamais reparlé. Et quand Thierry a été tué, ça m'est revenu. J'ai dit, mais pourquoi
pourquoi cette tête de buffle, au mois de juin, quelqu'un est venu la récupérer et il n'a jamais voulu m'en parler. Et c'est vrai que ça, je ne sais pas si ça a été creusé. Je ne sais pas. Pour moi, ça n'a pas été creusé. Michel Andréani se souvient que peu de temps avant le crime, Thierry Chauvineau a reçu dans sa brasserie une drôle de visite. Celle d'un homme qui l'a accompagné lors de ses chasses africaines. Je vois ce grand gars, il faisait au moins 2 mètres. Il me dit, tiens, je te présente mon pisteur. Je dis, un pisteur qui vient me voir. Quand même, ça me paraît bizarre. Un pisteur qui vient du Kenya à Bourges. Peut-être qu'un trophée, ça vaut beaucoup d'argent. Est-ce qu'il n'y a pas eu un échange? Je ne sais pas. De toute façon, les chasses en Afrique, c'est pas la chasse au lapin. C'est des grosses chasses qui coûtent beaucoup d'argent. Il faut tout envisager. Danny Montesquieu fait tout ce qui est en son pouvoir pour que le juge d'instruction ne néglige aucune piste. Cette femme est d'une fidélité absolue à son compagnon, à la mémoire de son compagnon. Et elle n'est pas ou plus en paix depuis la disparition de celui-ci. C'est extrêmement touchant et tant qu'elle mènera ce combat-là, je serai à ses côtés parce que, d'une certaine manière, je le dois aussi un peu à Thierry Chauvineau. Vous pensez aujourd'hui qu'au bout de 14 ans, je vais lâcher? Non, mais ce ne serait pas Danny déjà. Je ne serais pas Danny Montesquieu. Puis là-haut, il a confiance en moi et qui se dit, ma blonde, ma bout de bonne femme, elle, de toute façon, elle ne m'oubliera pas et elle ne lâchera pas. Et moi, quand je m'endors, c'est ça. Et Thierry, tu peux me croire, je ne lâcherai jamais. Voilà. Jean-Marc, un mot sur la piste des chasses africaines. Est-ce que vous pensez que la disparition de cette tête de buffle, un mois avant le meurtre de Thierry Chauvineau, peut avoir un lien avec notre affaire? C'est difficile d'être affirmatif, mais ce qui est significatif, c'est que Thierry Chauvineau refuse d'en parler. Il s'énerve même quand sa compagne lui pose des questions à ce sujet. Et puis, autre chose, pourquoi les intrus se sont-ils emparés de ce trophée-là et pas d'un des autres qui se trouvait également dans la maison? Qu'est-ce qui vous paraît le plus marquant dans cette affaire? Ce qui me paraît le plus marquant, c'est d'abord la disparition de cette tête de buffle, bien sûr. Cette arrivée inopinée d'un pisteur kényan à Bourges, le fait que Thierry Chauvineau se sente menacé, suivi et qu'il ait rédigé 2 mois avant sa mort un testament. Et puis bien sûr, le fait que quelqu'un essaie de récupérer quelque chose dans son coffre sous la menace d'une arme de guerre, d'un pistolet mitrailleur. Ce n'est pas rien, du pistolet mitrailleur avec lequel il a été tué. Tous ces éléments constituent les pièces d'un puzzle complexe qui a priori paraissent très disparates, mais que les enquêteurs vont devoir s'attacher à relier entre elles. Selon vous, quels sont les éléments du dossier qui portent en eux un espoir d'élucidation? Pour moi, plusieurs personnes sont impliquées dans cette affaire, ce qui augmente les chances d'obtenir un témoignage qui permette un jour d'arriver à la vérité judiciaire. Vérité judiciaire, Arnaud, vous le savez, que nous cherchons tous, magistrats et policiers. Il doit y avoir quelque part le témoignage. Je suis, pour ma part, convaincu que ce dossier trouvera une issue. Il me paraît improbable que l'impunité soit définitivement acquise au tueur de Thierry Chauvineau. On se dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui a vu quelque chose qui est peut-être anodin pour cette personne, mais qui est peut-être très importante. Donc qu'elle n'hésite pas à le dire. On croise les doigts, mais qu'on sache un jour. Je suis une victime depuis 14 ans. Une vraie victime, une victime qui ne s'en remet pas, qui dort avec ça, qui vit avec ça. J'oublierai jamais, mais je veux vivre différemment. J'en ai marre de cette chape de plomb. Moi, je veux la vérité. De toute façon, je passerai jamais à autre chose. Jamais.
L'enquête sur la mort de Thierry Chauvineau a commencé de façon classique, en fouillant sa vie personnelle. Quelques années plus tard, l'identification de l'arme du crime a plongé ce meurtre dans une autre dimension, une dimension qui ne semble pas coller à la vie de la victime. Grâce au combat de Dany Montesquieu, cette enquête a été relancée. La justice se doit de mettre tout en œuvre pour que le meurtre de Thierry Chauvineau soit enfin élucidé.